Moi, je propose qu'on commence tout de suite. Puis, bien entendu, les gens vont joindre, mais il y a l'enregistrement. On va pouvoir vous envoyer ça par la suite. Donc, Elsa, je t'inviterai à commencer l'enregistrement du webinaire, s'il vous plaît. En cours. Ah, bon, mais parfait. Super. Donc, un peu le format aujourd'hui. N'hésitez surtout pas si vous avez des questions, soit les mettre dans le chat, soit lever votre main. On veut que les gens participent, posent des questions parce qu'on veut que ça soit très appliqué comme webinaire. Donc, si vous avez des contextes, vous vous reconnaissez dans certains points ou certains sujets sur lesquels on discute, n'hésitez surtout pas à lever la main, poser vos questions, puis nous, on va les poser à des moments stratégiques, peut-être quand on change de sujet. Donc, pour commencer, je me présente rapidement, Nicolas Gauthier, je suis cofondateur chez Axia, je suis au développement des affaires. Donc, je connais beaucoup de personnes aujourd'hui sur l'appel avec qui j'ai déjà eu des discussions là, au téléphone. C'est moi qui vous appelle souvent une fois de temps en temps. Puis aujourd'hui, sans plus tarder, on est accompagné par Réal. Réal qui a un background assez impressionnant dans l'approvisionnement. Ça va faire plus de 30 ans qu'il œuvre dans cette industrie-là, dans le manufacturier spécifiquement, puis avec sa firme J2 également. Donc, sans plus tarder, je vais laisser Réal peut-être s'introduire. Donc, Réal, nous parler un peu de ton background, d'où tu viens, nous parler aussi de J2, c'est quoi la mission d'entreprise, c'est quoi le type de projet que vous faites, puis par la suite, on pourra rentrer dans les questions plus spécifiques au webinaire. Excellent. Merci beaucoup, Nicolas. Merci beaucoup à l'équipe d'Axia de m'accueillir cet avant-midi. Finir, comme tu disais tantôt, l'avant-midi en parlant de chaîne d'appro. J'ai combien de temps, là? J'ai 2 heures pour me présenter, c'est ça? Oui, 2 heures, juste 2 heures. Vous allez voir, j'ai un style un peu léger, là, donc j'aime bien rire et ainsi de suite. Là. Mais oui, je me présente Réal Julien. Je suis président fondateur de J2, Gestion d'approvisionnement. On va célébrer, on célèbre présentement notre 15e année d'existence. Foncièrement, qui est Réal Julien au niveau de la chaîne d'approvisionnement, comme Nicolas disait tantôt, là, puis quand il a dit le chiffre, j'ai eu un petit serment de gorge, là, mais oui, effectivement, l'année prochaine, ça va faire 30 ans que j'œuvre au niveau de la chaîne d'approvisionnement. Et mon parcours un peu atypique, j'ai commencé en 1994 au niveau approvisionnement dans une compagnie qui faisait principalement des pièces d'usinage métal en feuille, d'assemblage pour une compagnie qui malheureusement n'existe plus, qui a été achetée, qui a été fusionnée, qui était une compagnie qui s'appelait Aviation Lemex, dont 80% de ma paye, c'était Bombardier Aéronautique. Et par la suite, j'ai joint les rangs en 99. Ouais, j'étais là 5 ans en 99 chez Bombardier Aéronautique jusqu'en 2007. 2007, j'ai fini manager aux spares, donc tout ce qui est pièces de service pour les avions en vol. Et 2007 à 2008, j'étais directeur achat corpo pour une compagnie importante au niveau de la quincaillerie de levage au Québec. Et eux, ont fait beaucoup d'acquisitions, ont réorienté le département achat. C'est pas nécessairement en lien avec mes aspirations. Et mai 2008, bang, je fonde J2. J2, la principale mission qu'on a, c'est vraiment d'optimiser les achats pour faciliter l'exécution dans les organisations. On est maintenant, puis désolé, je n'ai pas le chiffre exact, mais on est plus que 32 là, aux dernières nouvelles. Là. Ça, on est que des acheteurs chez J2. Principal service, c'est on fait du service conseil, on accompagne les gens dans diagnostic au niveau des chaînes d'approvisionnement, on met en place des recommandations, on supporte aussi certaines organisations au niveau stratégique, donc on fait partie de board au niveau chaîne d'appro. Qu'est-ce qu'on a aussi? On fait de la formation. Je suis formateur à l'ETS. On fait aussi de la formation en entreprise. Et aussi, on fait de l'impartition de ressources dans différents milieux. Nicolas disait que je suis un petit gars issu du secteur manufacturier, mais principalement de l'aéronautique. Mais on touche à plusieurs secteurs d'activité. On est autant dans les mines, autant au niveau gouvernemental, pharmaceutique et ainsi de suite. Et aussi, on gère des projets achats, disons, spot, des compagnies qui, avec la pénurie de main-d'œuvre qu'on connaît, veulent mettre en place
des projets, mais n'ont pas nécessairement le support ressources, mais nous, on intervient avec un objectif. Donc, on appelle ça, nous autres, dans notre langage, de gérer des work packs en tant que tel. Donc, on agit vraiment à titre d'acheteur pour les sociétés qui embauchent nos services. Donc, puis on a bien du fun. Donc, super, merci. Merci beaucoup, Réal. Puis aussi, je pense que tu as oublié de le mentionner, mais tu as suivi une formation avec Supply Chain Canada, donc Supply Chain Management Professional, je pense. Oui, ben effectivement, j'ai eu, merci beaucoup, en 2021, mais c'était en arrière, c'est quoi? Oui, c'est ça, en 21. En 21, j'ai obtenu le titre de PGCA, qui est professionnel en gestion de la chaîne d'approvisionnement. Et pour faire du pouce sur ce que tu dis, depuis bientôt 4-5 mois, je suis sur le conseil d'administration de chaîne d'approvisionnement Canada pour la division Québec. OK, intéressant. Fait que, bref, ça ajoute de la crédibilité au fait que tu es très impliqué dans la chaîne d'approvisionnement et dans l'industrie au Québec. Puis rapidement, Réal, une des premières questions qu'on avait définies de se poser là, au début du webinaire, c'est, dans tes mots, peux-tu nous expliquer c'est quoi une chaîne d'approvisionnement? Il y a plusieurs définitions qui existent, puis tout le monde, je pense, a un peu leur vision d'une chaîne d'approvisionnement. Mais toi, de ton côté, comment tu définis ça? Bien, une chaîne d'approvisionnement, très rapidement, là, puis je ne veux pas rentrer dans un côté très théorique, là, on va y aller avec des liners qu'on connaît. C'est l'intervention de différents acteurs afin de pouvoir être en mesure de faire produire un produit, livrer au client, l'entreposage et ainsi de suite. Donc, il y a un autre élément aussi de la chaîne d'approvisionnement. Donc, c'est tous les intervenants servant à la mise en place de la fabrication d'un produit, d'un service, autant en amont qu'en aval. Mais il y a un autre élément aussi que j'aimerais amener, c'est de vraiment comprendre les segments de la chaîne d'approvisionnement. Okay? Puis on va prendre vraiment l'analogie d'une chaîne. Là. Il y a 3 maillons principaux à une chaîne d'approvisionnement. Tu as les acheteurs, tu as les approvisionneurs, puis tu as la partie logistique en tant que telle, si on la regarde au niveau des opérations. Okay? Au Québec, acheteur, approvisionneur, c'est amalgamé très souvent. Là. La même personne va faire le sourcing, va faire le contrat, mais aussi va s'occuper de placer les bons de commande pour les réapprovisionnements et ainsi de suite. La logistique, elle devient de plus en plus dissociée de la même personne parce qu'avec ce qu'on connaît par rapport aux complexités, au niveau des incoterms, des transports et ainsi de suite, ça devient, c'est devenu une spécialité en tant que telle. J'ai souvent des échanges avec quelques collègues européens. Eux ont vraiment fait au niveau des tâches, ont vraiment segmenté la portion de la chaîne d'approvisionnement. Un acheteur fait la job de l'acheteur, le sourcing de contrat, ainsi de suite. L'approvisionneur s'occupe de tout ce qui est l'ordonnancement des commandes en lien avec un plan directeur de production. Puis le logisticien s'occupe de tout ce qui est transport des flux internes ou externes aussi en tant que tel. Je voulais juste mettre ça en perspective pour que les gens comprennent que au Québec, nous, on a été habitués qu'un acheteur peut faire autant du transport, puis qu'il peut faire autant de l'ordonnancement de commandes, et ainsi de suite, puis autant de faire de la stratégie. Mais on voit de plus en plus, et même dans les très petites organisations, que les gens commencent à avoir une structure un peu à la stratégie, tactique, puis la portion logistique. Effectivement, c'est vrai. Souvent, dans les petites entreprises, on voit une personne. En fait, avant la pandémie, on voyait souvent une seule personne qui était aux achats. Là, même en bas de 20 employés, souvent, le rôle des achats était partagé en fait entre l'ingénierie et la production. Là, en haut de 20 employés, tu commençais à avoir un acheteur, puis en haut de 30, tu avais possiblement un directeur, directrice des achats, puis par la suite un acheteur, une acheteuse qui venait épauler la personne à ce niveau-là. Si on voit là, rapidement, là, on a parlé de, justement, on vient de mentionner la pandémie, puis un des sujets aujourd'hui, c'était la pandémie, un wake-up call. J'aimerais ça, Réal, t'entendre sur les impacts que la pandémie a eu sur les chaînes d'approvisionnement, puis si tu peux le mettre plus axé vers le manufacturier. Bien,
C'est drôle parce que c'est une excellente question, Nicolas. Habituellement, quand je t'invite à faire des conférences, j'ai toujours un rouleau de papier hygiénique avec moi, puis je demande aux gens, vous savez, c'est quoi ça? Tout le monde dit, oui, c'est un papier de toilette. Non, non, c'est ce qui a fait reconnaître l'importance de la chaîne d'approvisionnement. Pourquoi? Parce que avec la chaîne d'approvisionnement au Canada en 2021, fin 2021, on a fait un sondage at large avec les gens de Supply Chain Canada, principalement au Québec, pour voir un peu l'impact que la pandémie avait eu chez eux. Et qu'est-ce qu'on s'est rendu compte, c'est que 70% des compagnies canadiennes et québécoises ont subi des perturbations au niveau de leur chaîne d'approvisionnement. Mais qu'est-ce qui est encore, qu'est-ce qui n'est pas alarmant, mais qu'est-ce qui nous a sauté aux yeux, c'est que 2% parmi les 70% avaient un plan de gestion de risque. Puis on avait un bassin de 112 répondants en tant que tel. Okay? Donc, sur les 112 répondants, tu as 70% des compagnies qui ont eu des perturbations au niveau de leur chaîne d'approvisionnement, mais 2% contrôlaient leur risque en tant que tel. Puis, ça, pour moi, c'est un élément flagrant de justement où s'en va la chaîne d'approvisionnement. Tu sais, la chaîne d'approvisionnement, avec la pandémie, tu sais, on l'a vu, les gens ont réalisé qu'il y avait une chaîne d'approvisionnement. Hey, j'ai une chaîne d'approvisionnement et ont commencé à s'interroger sur l'interdépendance qu'ont leurs fournisseurs entre eux en tant que tel. Puis là, certaines compagnies ont décidé d'aller vers ben là, ce serait le temps de faire une stratégie au niveau de la chaîne d'approvisionnement. OK? Un autre élément intéressant, c'est que dans le même sondage, les webinaires que nous, on a fait durant la pandémie, bon, ben, on a sondé les gens avant de faire les webinaires, puis qu'est-ce qui en est ressorti au niveau de l'élément de gestion de stratégie et gestion de risque? C'est 54% des personnes sondées ont mis en place une stratégie d'approvisionnement / risque, dans les 12 derniers mois. Donc, rappelons-nous qu'on est en 2021. Et aussi, 34% n'avaient jamais mis en place de stratégie au niveau de la chaîne d'approvisionnement. Fait que sans faire un Jean-Marc Léger de moi-même, mais si on amalgame les deux, donc 54, 34, moi je considère que 88% des compagnies sondées n'avaient aucune stratégie au niveau achat, approvisionnement et aucune stratégie au niveau de gestion de risque. Une chose qui est importante aussi à mentionner, j'ai vu dernièrement certains articles un peu tout partout, LinkedIn et ainsi de suite, beaucoup de gens parlaient de stratégie de chaîne d'approvisionnement, OK, oui, j'y crois, mais qu'est-ce qu'une bonne stratégie? Une stratégie, on va acheter du volume, on va avoir un meilleur prix. Ce n'est pas nécessairement la meilleure des stratégies. Une bonne stratégie va être en lien avec l'orientation stratégique de l'organisation. Et ça, on l'a vu pendant la pandémie. Les comités de direction, les comités exécutifs ont de plus en plus sollicité les gens des approvisionnements dans les planifications stratégiques des entreprises. Puis, le HBR, le Harvard Business Review, les CPO sondés aux États-Unis pour les 2 prochaines années, ce qu'ils ont mis en avant-plan en termes de gestion, c'est justement l'élément de gestion et contrôle des risques par rapport à leur chaîne d'approvisionnement. Parce que quand tu commences à connaître l'impact et l'interdépendance qu'ont tes acteurs au niveau de la chaîne d'approvisionnement, tu es en mesure de pouvoir, comprendre ta chaîne d'approvisionnement, puis de pouvoir analyser tes risques au niveau de ta chaîne d'approvisionnement. Parce que, souvenez-vous qu'on avait entendu parler des chips électroniques dans le temps de la pandémie. Il en manquait. Là, tout le monde, la Chine ne livre pas, la Chine ne livre pas. Oui, OK, c'est correct. Mais quand on commence à comprendre l'interdépendance, on sait que pour faire une chip électronique, ça prend quoi? Ça prend un gaz spécial pour imprimer le circuit. Le gaz spécial, c'est quoi? C'est du néon. Puis qui est le plus gros fabricant de néon présentement, de gaz néon au monde? C'est l'Ukraine. L'Ukraine est dans quelle situation? On connaît la situation de l'Ukraine.
Donc, quand on commence à analyser ça, on comprend aussi où est-ce qu'on doit mettre nos efforts par rapport à la gestion du risque. Ouais. Je trouve ça intéressant, Réal, ce que tu viens de parler. Puis je pense que ça nous fait penser qu'avant la pandémie, on avait une gestion des stocks, une gestion des achats un peu just in time. Puis on a vu la transition pendant la pandémie aller vers du just in case. Puis c'est un peu aligné avec ce que Yacine a posé comme question là, dans les commentaires. Il demande est-ce que tu penses, Réal, que le just in time a joué un rôle dans le manque de gestion de risque dans les entreprises manufacturières? Fait qu'est-ce que ça a été un facteur qui a amené à avoir les perturbations qu'on a vécues là, pendant la pandémie? Fait manquer de composantes, avoir du backorder sur plusieurs composantes, devoir stocker des quantités phénoménales de composantes pour être sûr de ne pas en manquer. Puis, c'est une excellente question, mais souvenons-nous que pré-pandémie, la méthode de gestion du stock ou la méthode de gestion manufacturière, quand tu as un plan directeur de production, tu as un ordonnancement de production, ce que tu veux faire, c'est que tu veux faire arriver ton stock le plus tard possible dans une optique de ne pas gérer des inventaires en tant que tel. Okay? Est-ce que la pandémie a amené une réflexion par rapport à la gestion des stocks? La réponse est oui. Puis, quelles vont être les nouvelles méthodes de gestion de stock? Pour moi, ça va passer à 100% par rapport à une planification. Tu as certains stocks que tu vas vouloir faire rentrer en quantité qu'auparavant, tu n'aurais jamais fait rentrer parce que tu dis, ah, c'est pas grave, on a un lead time de so much. Mais avec un élément d'analyse de risque, tu vas dire, OK, c'est beau, je vais faire rentrer plus de stock en amont, même si je sais que je vais l'écouler sur une période XY temps. Mais tu sais, je pense que la façon que les gens vont gérer leur stock maintenant, les méthodologies qui vont être appliquées et utilisées, ça va être la planification en amont. Puis le deuxième élément, c'est quoi le risque lié justement à ce produit-là en tant que tel ou à ce service-là en tant que tel. Mais, tu sais, on a entendu des histoires d'horreur pendant la pandémie. Tu sais, des gens qui ont surstocké, des gens qui, il n'y a pas, en tout cas, à Montréal, en région, présentement, il n'y a plus de place d'entreposage. Parce que les gens conservaient les containers, même si c'était un frais, quand tu conserves un container, mais c'était plus économique de payer le frais que de trouver de l'espace de stationnement, pas de stationnement, par exemple, d'entreposage, pour être en mesure justement de bien remplir tes conditions. Mais on parlait de tantôt de gestion de risque, on parlait de stratégie. Ça, je peux en parler ouvertement parce que j'ai eu l'autorisation de la directrice achat là, de Garaga d'en parler. Mais Garaga, eux, ça fait fort longtemps qu'ils misent beaucoup sur le développement des compétences, sur la maturité de leur chaîne d'approvisionnement. Puis eux, l'élément de signer des ententes stratégiques avec leurs fournisseurs, ça ne date pas d'hier. Okay? Donc, pendant une situation comme on a vécu avec la pandémie, Garaga était en mesure quand même de continuer sa production. Est-ce qu'ils étaient à 100% de la production? La réponse est non. Par contre, ayant un contrat en place avec des fournisseurs stratégiques, ça leur a permis d'avoir de l'allocation moulin pour pouvoir continuer à produire. Fait que techniquement, tu sais, Garaga, parce qu'il y avait un contrat, il y avait une entente, il y a une historique, passer à côté d'un fournisseur ou pas d'un fournisseur, pardon, d'un client qui, lui, c'était juste par PO. Même si ça faisait 10 ans, mais c'est par PO, ben, par préséance, les fournisseurs de Garaga ont choisi Garaga parce qu'il y avait des ententes stratégiques. Intéressant. C'est un super de bon point. Puis ça me faisait penser à du just-in-time versus just-in-case. Je parlais à un client dans l'aéronautique, pas dans l'aéronautique, excusez-moi, dans l'industrie automobile. Puis eux, ce qu'ils ont vécu, c'est qu'ils ont eu des perturbations avec leurs clients qui sont des OEM, fait que des Ford, GM, Toyota, toutes les entreprises qui fabriquent des véhicules en Amérique du Nord. Puis eux, tout d'un coup, commençaient à annuler ou à reporter des commandes. Puis eux, ils produisaient quand même, il y avait quand même une planification à suivre, fait qu'ils produisaient des composantes. Puis là, ils passaient
mode d'opération just-in-time à stocker de la matière. Ce qu'ils n'avaient pas vu venir, c'est que leur système interne, leur système ERP était fait pour du just-in-time. Puis ils se retrouvent à gérer du stock, à devoir faire entrer des jobs avant d'autres, à réordonner la production, la planification. Donc, c'est là que ça a eu des impacts pas mal plus que simplement avoir à stocker de l'inventaire. Puis, c'est super intéressant l'exemple avec Garaga. Qu'est-ce que tu penses qui a fait en sorte que Garaga a été aussi avant-gardiste dans la gestion de leur chaîne d'approvisionnement? Est-ce que tu penses que c'est la mentalité d'entreprise, les personnes en place au niveau de la chaîne d'approvisionnement? Là-dessus. J'ai pas de... je ne devrais pas dire ça, là, mais je suis transparent. Je n'ai pas vraiment de réponse en lien avec Garaga. Par contre, je crois fermement que les dirigeants de Garaga ont vu l'impact d'une saine gestion de leur chaîne d'approvisionnement et surtout le poids qu'occupent leurs achats dans leur organisation. OK? Puis, je vais mettre des choses en perspective. Si on regarde en 1950, c'est les dernières stats que j'ai pu trouver selon Statistique Canada. Là. En 1950, sur un produit fabriqué, OK, 15%, ouais, c'est ça, 15% environ du produit vendu représentait des achats. Donc, sur 100 $ que tu vendais, là, il y avait 15 $ qui étaient achetés là-dessus. En 2015, OK, dépendamment du secteur manufacturier, les stats qu'on a, c'était 38% d'un produit vendu qui était des achats. Donc, tu vends 100 $ en 2015, tu avais 38 $ qui provenaient des achats. OK? Puis, tu parlais de mon expérience tantôt, mais c'est des questions que j'aime aborder avec nos clients aussi. Dépendamment du secteur manufacturier, entre 30 à 45, 50, même 60% de leur chiffre d'affaires, c'est des achats. Puis si on s'en va dans un mode de distribution, ça peut aller jusqu'à 90, 95%. Là. Mais si on se ramène juste au modèle manufacturier, donc, puis juste pour des fins de compréhension, si on prend 50%, donc à chaque fois que tu fais un produit qui coûte, tu vends 100 $, tu en as 50 $ qui est acheté là-dessus. Puis ça, cette phrase-là, j'essaie de la trademarker parce que je pense que c'est mon liner fétiche, là. Mais j'ai toujours deux questions que je pose aux gens, aux dirigeants ou aux dirigeantes d'entreprise. C'est que si vous faites 10 millions de chiffre d'affaires et que vous avez 5 millions d'achats, j'ai deux questions. Comment est géré 50% de votre business? Puis qui gère 50% de votre business? Puis là, souvent, là, les gens me regardent en disant « Ouais, je connaissais mes chiffres, là, mais je n'avais jamais vu ça de cet angle-là. » D'après moi, c'est ça qui s'est passé avec un Garaga. Puis Garaga, c'est un exemple. Il y en a d'autres que je connais que par leur saine gestion de la chaîne d'approvisionnement, sont en mesure de pouvoir, garder leur positionnement de marché et même aller chercher des nouveaux marchés. Parce que on le voit, là, puis Nicolas t'envoie des business autant que moi, là, OK? De plus en plus, les acheteurs, les chaînes d'approvisionnement vont être sollicités. Pourquoi? Parce que de plus en plus, les donneurs d'ordre se déresponsabilisent de leur chaîne d'approvisionnement. Donc, là, c'est pas d'aujourd'hui, c'est depuis fort longtemps. Là, on voit des intégrateurs, des Tier 1, des Tier 2, et ainsi de suite, qui prennent beaucoup plus d'importance. Si on regarde juste dans l'aéronautique au Québec, là, on en a beaucoup présentement. Okay? Ben, la question qu'on se pose, c'est est-ce que vos chaînes d'approvisionnement, je m'adresse à tout le monde, là, est-ce que vos chaînes d'approvisionnement présentement sont en mesure de vous supporter dans des nouvelles opportunités d'affaires? Parce que les donneurs d'ordre, aujourd'hui, quand ils font un audit fournisseur, vont de plus en plus s'intéresser à la partie chaîne d'appro.
Oui, production, est-ce qu'ils ont la capacité, la capabilité, deux éléments distincts? Est-ce qu'ils ont un élément d'ingénierie, qualité, et ainsi de suite? Oui, oui, OK, c'est beau, service à la clientèle. Oui, oui, c'est beau, c'est beau. OK, on va aller voir ta chaîne d'approvisionnement à ce temps. Puis malheureusement, certains vont malheureusement passer à côté des opportunités d'affaires parce qu'ils n'ont pas la maturité de la chaîne d'approvisionnement que le donneur d'ordre exige ou demande en tant que tel. Okay? Donc, c'est plus juste des liners, on le voit présentement. J'ai parlé avec différents clients dernièrement, puis ils disent, hey, écoute, il faut augmenter la maturité de ma chaîne d'approvisionnement. Puis ils ont des bonnes personnes là, au niveau du département achat, là, mais il faut les amener à une certaine maturité. Oui, je trouve ça intéressant. Puis, outre le fait de devoir satisfaire les exigences d'un client particulier, comme par exemple un Bombardier ou un client, un Toyota de ce monde, puis d'avoir une chaîne d'approvisionnement qui est résiliente, je pense que juste à l'interne, le fait d'avoir des fournisseurs qui sont fiables, d'avoir des fournisseurs avec qui on a des bonnes ententes, des bons partenariats, c'est essentiel. Je parlais à une entreprise qui, eux, font affaire avec des fournisseurs qui n'ont même pas de site web, que c'est une personne qui est dans son garage, puis ils font des composantes critiques pour le client à des prix qui sont super avantageux. Mais la journée où cette personne-là décide de soit changer de ligne d'affaires, soit de fermer boutique ou soit de vendre, qu'est-ce qui va arriver à ce moment-là à ta chaîne d'approvisionnement ou à tes composantes critiques que tu faisais fabriquer par ce fournisseur-là? Donc, des fois, c'est des questions à se poser, puis c'est là qu'on parle d'éléments de gestion de risque parce que ça représente un risque qui est assez important pour une entreprise comme celle que je parlais. Puis, Réal, je vois le temps qui file. J'aimerais ça qu'on aille au deuxième point qui était où se situe votre chaîne d'approvisionnement. As-tu une approche spécifique pour savoir si une chaîne d'approvisionnement est robuste et résiliente chez un client? Est-ce que quand toi, tu fais des mandats dans des entreprises, tu as une manière d'aborder ou de faire un diagnostic de chaîne d'approvisionnement chez tes clients? Puis si oui, c'est quoi les points principaux que tu vas aborder? C'est sûr et certain que oui, on a des outils quand il faut qu'on fait du diagnostic, mais tu sais, je ne vendrai pas mon punch là, de comment on fait ça. Là. Mais effectivement, il y a des éléments de base qu'on valide avec les clients lors d'un diagnostic. La première élément qu'on va regarder, c'est où se situe la chaîne d'approvisionnement dans l'organigramme. On le voit là, depuis avant la pandémie, ça avait commencé, pardon. Là, on voit de plus en plus la chaîne d'approvisionnement dans les PME. Okay? Gagnant en galon, monter au niveau des structures hiérarchiques, être à côté du VP opération, VP finance, même il y a certaines chaînes d'approvisionnement qui se rapportent directement au président. Fait que, pour moi, c'est un signe qu'il y a une certaine volonté, une certaine maturité en tant que telle. L'autre élément qu'on regarde, c'est comment l'organisation fait pour gérer ses demandes d'achat. Puis là, on n'est même pas au niveau des compétences des acheteurs qui, soit dit en passant, est pour moi un élément primordial. On le voit, puis je parlais de M. Ménard tantôt, Jean-Pierre, qui a été longuement impliqué au niveau du développement des compétences des acheteurs au Québec. Il y a une chance qu'il était là, puis je pense qu'il est encore présent parce qu'il donne encore des cours au niveau de l'Association canadienne de la gestion des achats. Là. Mais on a un manque à gagner en termes de formation au Québec. Nos amis français en tant que tels, j'aime pas ça dire qu'ils sont à des années-lumière en avant de nous autres par rapport à la formation. C'est pas vrai. Ils sont à quelques mois-lumière. Mais on le voit, là, nous, en tant que tel, qu'est-ce qui se passe dans certains cégeps, dans certaines universités. Les gens qui ont de l'intérêt à faire former leurs acheteurs qu'ils ont depuis 3, 4, 5 ans en tant que tel, on le voit, là. Okay? Mais, une chaîne d'approvisionnement robuste, là, OK? Avant de parler d'éléments robustes, on va parler, comme je disais, de comprendre où elle se situe dans l'organisation.
quel rôle qu'on y donne. Est-ce que c'est un rôle purement opérationnel? Place un PO puis ça s'arrête là. Non, il y en a d'autres qui... Non, nous autres, on fait vraiment des achats stratégiques. OK, c'est quoi pour toi un achat stratégique? Souvent, on est buté à, on fait faire 3 soumissions, là. OK, on n'en est pas là. On est encore, dans l'élément d'achat tactique. Si on regarde au niveau de la robustesse d'une chaîne d'approvisionnement, on parlait tantôt des acheteurs, des approvisionneurs, mais au niveau de la chaîne d'approvisionnement, au niveau de l'opération approvisionnement, tu as 8 étapes. Tu as la définition du besoin, aller jusqu'au paiement fournisseur. Là-dedans, tu as l'émission, la sélection des sources. Mais si tu regardes l'élément stratégique, mais c'est un processus à 10 étapes. La première étape là, de la stratégie, c'est d'un achat stratégique, c'est l'analyse de la dépense. Fait qu'on n'est même plus au niveau de la définition du besoin, c'est au niveau de l'analyse de la dépense. Et pour faire ça, il faut qu'il y ait un lien avec ce que je disais tantôt au niveau de l'exécutif. L'autre, je ne sais pas si on serait capable juste de faire l'exercice. On est-tu capable d'avoir des mains? Là, je sais que je fais ça comme ça à brûle pour point, mais. Main levée, oui, probablement. On est-tu capable de faire un vote vite? Oui, on peut essayer. Je sais que je vous prends de cours, là, mais c'est une question que j'aime poser pour voir justement. Puis, c'est sans offense, c'est juste parce que les gens ne savent pas, mais je pose toujours une question pour voir le niveau de maturité des gens qui œuvrent au niveau de la chaîne d'approvisionnement dans les PME. Puis, ma question est la suivante. Vrai ou faux? Un bon de commande est un contrat. Là, je sais, on ne fera pas le pôle, là, mais souvent, les gens me répondent non, ce n'est pas un contrat là, c'est un document. Non. Selon l'article 1388 du Code civil, c'est un contrat. Donc, quand vous faites un PO, là, soyez attentif à ce qui est dans votre PO si vous n'avez pas de termes et conditions. Fait que, quand tu parlais de chaîne d'approvisionnement robuste, c'est des petites choses qui font en sorte que ça va augmenter la robustesse, ça va augmenter la fiabilité au niveau de nos chaînes d'approvisionnement. Oui. Je suis complètement d'accord avec toi, Réal. Puis je pense que la chaîne d'approvisionnement, comme tu le dis, doit faire partie intégrante des discussions à haut niveau pour savoir où est-ce qu'on s'en va parce que, comme tu le disais tantôt, si 50 de ta business, 50 de tes ventes sont achetées, tu as des opportunités énormes pour faire des économies, augmenter la profitabilité de l'entreprise. On s'entend, tu vas chercher 5 d'économie sur tes achats. Ça représente 2,5 de profit si 50 de ton stock est acheté. Là. Donc, 2,5 de profit, on s'entend, ça peut vite monter et faire une différence là, sur les ratios financiers de l'entreprise. Je vois qu'il y avait Saed qui avait la main levée. Est-ce que c'était pour le sondage ou c'était pour une question? Non, c'est pour une question, en fait. Oui, je t'invite à la poser, Saed. Oui, c'est à propos de l'automatisation de chaîne d'appro. Qu'est-ce que tu penses à propos de automatisation? Par exemple, aujourd'hui, on voit que dans le système ERP, par exemple SAP par EDI, on voit envoyer le commande à fournisseur. Est-ce que tu penses que dans le futur, on peut avoir une chaîne d'appro full automatique ou ce n'est pas possible? La réponse est oui, ça va être possible. Pour qu'elle soit full automatisée, j'ai pas de ligne du temps en avant de moi, mais on fait juste regarder les avancées technologiques qu'on voit. Axia, c'en est un bon exemple, sur le 100%. Qu'est-ce qu'ils font, qui est un élément que tu peux intégrer à ta chaîne d'approvisionnement. Mais si on parle encore du processus plus opérationnel de la réquisition, la passation de bons de commande et ainsi de suite, il y a des systèmes qui le font présentement. Okay? Puis peut-être qu'il était 35, là, je vais devancer sûrement une de tes questions,
Nicolas, mais Ouais. c'est quoi l'avenir du métier d'acheteur? Mais l'avenir du métier d'acheteur va être étroitement lié justement avec le degré à la vitesse à laquelle les PME vont s'informatiser en tant que tel. Parce qu'on a une compagnie que je connais à Granby qui est dans l'alimentation, puis eux ont fait des pilotes, puis je pense qu'ils ont fini le pilote en mai 23. Ils ont digitalisé, ils ont numérisé un processus de leur chaîne de production qui implique la chaîne d'approvisionnement. Puis ils sont au niveau de la maintenance, là. Fait que eux, à des périodes précises, ils se doivent d'arrêter une partie de leur chaîne de production, faire la maintenance et repartir la production par la suite. Mais maintenant, là, tout ça est digitalisé et numérisé. Fait que les gens de maintenance ont identifié les points à laquelle les items devaient faire la maintenance. Exemple, sur des roulements à billes, sur des courroies, sur des poulies. OK? Donc, ils ont mis des capteurs. Puis après tant de rotation, OK, il arrive à une durée de vie de X. Là, le PO s'en va directement au fournisseur en disant, moi, j'arrête ma ligne, telle date, j'ai besoin du produit, telle date sur ma ligne. L'acheteur, lui, la seule affaire qu'il a vue, c'est qu'il a vu qu'il y a un PO qui a été passé par le système. Mais en amont, pour faire ça, il a fallu que l'acheteur négocie l'entente. Il a fallu que l'acheteur soit en mesure d'analyser sa dépense. Il a fallu que l'acheteur soit en mesure de faire la gestion de risque, faire un contrat, et ainsi de suite. Fait que pour aller en lien avec l'élément de où s'en va le métier de l'acheteur, je pense que le compte à rebours est déjà entamé sur les acheteurs, sur les achats tactiques opérationnels. OK? Je pense qu'il y a une mouvance qui s'en vient, que l'élément opérationnel va s'en aller en diminuant parce que les systèmes vont le faire. Ça ne veut pas dire qu'on va perdre nos jobs. Là. Soyez sans crainte, c'est pas ça que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, par exemple, c'est là que ça va commencer à être le fun pour nous autres, dans le sens que là, on va passer d'un mode tactique que le système fait à un mode stratégique. Voyez-vous, là, l'élément va s'en aller plus vers un amont au niveau de la stratégie. On va devenir des acheteurs stratégiques plus que des acheteurs tactiques. Mais tu sais, je ne peux pas vous donner un time frame si dans 2 ans, si dans 5 ans, si dans 10 ans. Puis honnêtement, je n'ai pas fait d'études exhaustives là, sur ce que je vous dis. C'est vraiment ce que j'entrevois par rapport au système qu'on peut voir de temps en temps. Puis je trouve ça intéressant, puis ça s'applique à certaines compagnies, mais il y en a d'autres où c'est plus difficile d'aller chercher une automatisation complète, comme quand on parle de manufacturiers d'équipements sur mesure, fait que des équipementiers qui vont fournir sur plein de vies des machines à des clients ou des structures. À ce moment-là, ça devient plus difficile d'automatiser et d'avoir un flow qui est à 100% automatisé, puisqu'à chaque projet, les plans, les éléments achetés vont changer. On peut aller quand même chercher un 90% d'automatisation avec un 10% de validation de tâches plus stratégiques, plus tactiques, d'analyse, par exemple, par les équipes d'achat. On peut penser à regrouper un groupe de composantes pour l'envoyer à un fournisseur stratégique ou essayer de segmenter un peu les paquets pour envoyer ça à plusieurs fournisseurs, puis ainsi avoir comment je dirais, plus des meilleurs délais. Puis, ouais. On a effectivement devancé un peu le webinaire. On était rendu dans, je pense qu'il va être un sujet important qu'on va arriver dans un point. Moi, je retournerais peut-être à l'avant-dernier point, c'est qu'est-ce qui se cache derrière votre chaîne d'approvisionnement. Puis, on en a parlé un petit peu tantôt là, avec l'exemple de la profitabilité, en fait, avec le lien entre la chaîne d'approvisionnement et la profitabilité d'une entreprise. Mais selon toi, Réal, c'est quoi le rôle du département d'approvisionnement dans justement la profitabilité d'une entreprise? Puis c'est assez évident, on est tous sur la tête. Je pense que tout le monde peut s'aligner sur le fait que c'est un département qui est crucial, mais j'aimerais ça t'entendre à ce niveau-là. Mais tu sais, si on prend l'exemple qu'on mentionnait tantôt, si on prend 50% d'un chiffre d'affaires d'une société qui est acheté,
Ben, il y a un élément de gestion d'efficacité à faire avec le département achat, plus le département chaîne d'approvisionnement. Et souvent, on sous-estime l'apport direct que peut avoir le département achat d'une entreprise sur la profitabilité. Okay? Parce que je ne suis pas un financier, je ne suis pas un comptable, mais je vais pouvoir m'asseoir avec n'importe quel comptable financier puis d'avoir des argumentations assez solides en disant que $1 économisé aux achats, c'est $1 directement en profit. OK? Okay. Ça, c'est un élément à considérer. Souvent, on n'utilise pas nos chaînes d'approvisionnement dans les PME dans une optique, justement, d'aller chercher de la profitabilité et même d'aller chercher des conditions d'achat qui vont faire en sorte que par l'augmentation des ventes, on va aller chercher de la profitabilité. Parce que j'ai comme concept, ben, tu sais, si tu vends mal, tu achètes mal. C'est un concept qui est inversement proportionnel. Si tu achètes mal, tu vends mal. Et souvent, quand vous avez des départements de vente qui travaillent avec vous, tu sais, les vendeurs, ils veulent vendre. Là. Let's go, on vend. Puis là, tu parlais d'équipement tantôt, Nicolas. Là, l'acheteur de l'équipement dit « Ouais, écoute, c'est intéressant, mais j'aimerais savoir une garantie supplémentaire de 2 ans sur ton actuateur. » Puis, le vendeur, là, tu sais, une garantie de 2 ans supplémentaire pour avoir la vente, là. Oui, on va dire je te donne 2 ans, là, tu me signes dessus. Là. Ah ouais, qu'est-ce que c'est? Ah ouais, signe, il revient au bureau, sonne la cloche, on a vendu. Là, qu'est-ce que tu sais, c'est qu'il n'a pas transféré l'information en bas aux acheteurs. Puis là, il arrive malheureusement un pépin hors garantie. Puis qui met la main dans sa poche? Ben, c'est l'entreprise. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas parlé à l'acheteur. Est-ce que l'acheteur aurait pu négocier un élément similaire avec son fournisseur? Peut-être, peut-être pas. Peut-être qu'il aurait été chercher 1 an supplémentaire, mais c'est toutes des éléments. Ben, effectivement. Puis c'est pour ça que dans certaines organisations, on voit de plus en plus, OK, les vendeurs, le département des ventes, le département de l'estimation, travailler, là, genre la porte d'en face avec les acheteurs, là, pour qu'ils soient arrimés en tant que tels sur qu'est-ce qu'ils vont vendre au end-user final. Okay? Puis, et quand je dis qu'on sous-estime l'apport de la fonction achat dans la profitabilité, souvent les organisations n'ont pas le réflexe de dire dans une vente, dans un développement de produit ou peu importe, hey, comment nos achats peuvent nous aider là-dedans? Hein? Là, plusieurs années, on a fait un mandat dans le pharmaceutique, une compagnie à Montréal, puis que 70% appartient à un holding français. Mais moi, je n'avais jamais vu ça à l'époque. Les acheteurs devaient faire des prévisions de réduction de coûts sur 3 ans, basées sur les ventes. Et c'était revu au trimestre. Pourquoi? Parce que c'est culturel là-bas, c'est des façons de faire en Europe. Puis le premier trimestre, bon, les acheteurs, puis j'étais là, et on a fait des analyses. Hey, on a overachivé les cost reduction. Ici, au Québec, là, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on brasse la bouteille de champagne. Ouais! Là, quand on a présenté ça à l'exécutif là-bas au niveau supply chain, ils ont dit comment ça vous avez overachivé? Est-ce que vous avez sous-estimé vos projections de réduction de coûts? On aimerait ça que vous refassiez l'étude. Juste pour voir pourquoi. Parce que cette entité-là, les sommes dégagées étaient réinvesties dans l'organisation. Donc, oui, c'est un élément de profitabilité, mais qui nous empêche d'aller chercher nécessairement un prêt ou aller chercher du financement à l'extérieur, parce que les autres voulaient s'autofinancer par rapport à ça. Donc, vous voyez en tant que tel comment la chaîne d'approvisionnement peut vous être utile au niveau de la profitabilité. Puis là, quand on parle de profitabilité, ça m'amène à parler aussi de la différence entre
l'élément de prix et l'élément de coût. Parce que pour moi, c'est deux éléments complètement différents. OK? Je crois que ça va être de plus en plus difficile de négocier un prix, mais on va avoir de plus en plus de facilité à négocier un coût. Et ceux qui sont familiers, ben, je parle ici de qu'est-ce qu'on appelle du coût d'acquisition total. Puis, je ne sais pas si je peux-tu afficher de quoi, tu penses, rapidement? Tu vas afficher la pointe de l'iceberg, j'imagine, Réal? Ouais, c'est ça, je pense que je l'ai ici. OK. Oui, tu peux partager, je pense. Ah, partager, oui, effectivement. Je vais essayer d'aller chercher. Je l'ai-tu ici, je l'ai-tu ici. OK, voilà. Là, on va oublier ça, je n'ai pas été en mesure de l'ouvrir. Je pense. J'avais. Vas-y. Ah, Non, okay, mais j'allais dire, c'est ça, ton image avec l'iceberg, au débris, le dessus de l'iceberg, c'est le prix. Ah, bon. Vous le voyez? Oui. OK. Je vais l'agrandir un peu. Vous voyez ici, là, en tant que tel, là, où ça cache les coûts d'approvisionnement, mais on voit le prix ici, le haut de l'iceberg. Mais tous les coûts associés à cet élément-là, c'est les coûts des conditions de paiement. Quand on disait bien vendre, bien acheter versus mal acheter, mal vendre, c'est un élément aussi à considérer. Ton client va te payer en combien de temps? En 60 jours. OK. Es-tu capable de négocier des termes similaires avec tes fournisseurs? D'arrimer au minimum le paiement client avec le paiement fournisseur. Le coût des stocks, le coût de commande, la gestion de risque, le niveau de service, manutention de la distribution, écoutez, l'assurance, l'énergie, coût de disposition, obsolescence, flux administratif, l'énergie. C'est tous des éléments qui font partie du coût d'acquisition total en tant que tel, puis que souvent, on ne pense pas à aller négocier parce que c'est justement, l'image est représentative parce qu'on ne les voit pas. Mais juste à s'attarder par rapport aux produits, puis qu'est-ce qui sont les coûts afférents aux produits, mais là, on est en mesure de pouvoir aller chercher et peut-être même faire des stratégies liées avec ça. Puis, et ça m'amène aussi à vous parler de, on parlait du métier de l'acheteur tantôt. Est-ce que vous connaissez ce que vous achetez? Sans être un ingénieur, sans être des gens de méthode, qu'est-ce qui fait, quels sont les coûts, j'ai juste l'anglicisme, c'est quoi les cost drivers du produit que vous achetez, de l'item que vous achetez, du service que vous achetez? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'il va avoir un impact sur le coût / le prix du produit que vous allez acheter? Si on parle d'un pneu, mais s'il y a une augmentation dans le pétrole, c'est sûr et certain qu'il va y avoir une augmentation. Si on parle d'une pièce usinée en aluminium, mais s'il y a une augmentation dans l'aluminium, c'est sûr et certain, puis que ça représente 50% de votre prix, s'il y a une augmentation de 10%, c'est sûr et certain qu'au lieu de payer 50$, vous allez payer 55$. Mais si vous connaissez la structure de coût du produit que vous amenez, que vous achetez, mais vous allez être en mesure d'avoir une approche beaucoup plus stratégique avec votre fournisseur. Parce que si je prends l'exemple d'une pièce usinée là, en aluminium, puis qu'on est vendu 100$, puis là-dessus, tu as 50$ de matière première, puis il y a une augmentation des cours de la matière première de 10%, c'est sûr et certain que votre fournisseur va vous envoyer une lettre en disant hey, c'est dommage, une augmentation des matières premières, fait que voici ton nouveau prix, 110$. Moi, je refuse. Parce que le 110$, là, n'est pas imputable à la bonne structure du prix. Le 10% est attribuable à la portion matière première du prix. Fait que tu vas me corriger ton prix de 110 à 105. Puis oui, je suis au courant qu'il y a eu une augmentation.
que juste ces éléments-là, juste de comprendre ces éléments-là peuvent avoir un impact. Tu sais, là, j'amalgame deux sujets, là, la profitabilité et le rôle de l'acheteur, là, mais ces deux éléments-là peuvent faire en sorte que vous pouvez gagner au niveau profitabilité au niveau de votre organisation. Oui. Yacine, Un excellent point, Réal. Puis je trouve ça intéressant parce que, tu sais, avec beaucoup de personnes avec lesquelles j'ai eu la chance de discuter au cours de la dernière année, tu sais, encore aujourd'hui, un acheteur, une acheteuse va passer beaucoup de temps à faire de la passation de commandes, à faire des tâches manuelles, à faire des suivis avec des suivis manuels avec des fournisseurs, par exemple, qui ne livrent pas à temps. Puis toutes ces tâches-là, c'est des tâches qui n'ont pas nécessairement de valeur ajoutée. Puis à la place, si on est capable de passer plus de temps à faire de la stratégie, à comprendre c'est quoi les cost drivers d'un composant qu'on achète, à négocier avec ses fournisseurs justement sur des discussions un peu plus à haut niveau, comme tu viens de le dire, sur, par exemple, tu ne me demandes pas 10 le prix total, mais 10 seulement les coûts de la matière première. Et là, ça, c'est des discussions à valeur ajoutée, puis c'est là qu'on peut vraiment aller chercher la profitabilité ou des économies de coûts substantielles. Yacine avait une question. C'est la visibilité semble jouer un grand rôle dans une chaîne d'approvisionnement moderne et robuste. C'est quoi, d'après toi, le premier pas que tu recommandes à une équipe d'approvisionnement typique pour, je pense, faire une transition d'une chaîne d'approvisionnement, si on veut, plus ou moins robuste à une chaîne d'approvisionnement moderne, robuste? Si Yacine, tu veux rajouter quelque chose, n'hésite pas. Ouais, mais dans le fond, tu sais, c'est dans tout ce que tu dis, c'est vraiment qu'il y a l'air d'avoir la visibilité sur ta supply chain en premier plan. Puis dans une chaîne d'approvisionnement typique au Québec, la visibilité, c'est pas nécessairement la chose que les acheteurs ils ont en premier plan. Là. Fait que c'est ça, tu sais, c'est quoi les premiers pas? Toi, tu te recommanderais avec un prototypique, une compagnie manufacturière avec une supply chain, coupe d'acheteurs? Je pense que le premier élément pour avoir une chaîne d'approvisionnement qui va être efficiente et efficace, c'est l'élément qu'on vient de parler, c'est d'avoir une visibilité. Puis qui va donner une visibilité dans ton organisation, dépendamment du type d'organisation, ça va être au niveau de ta planification. Puis, on parlait de gestion de stock tantôt, on a parlé de gestion de stock, là, de just in time à just in case. Là. Mais pour moi, les nouveaux modèles de gestion de stock, la prémisse de ça, la base de la réflexion va être la planification. Puis si tu n'as pas nécessairement une bonne planification ou si tu n'as pas pantoute de planification, ben, tu vas toujours être tributaire d'être en mode réactif. Tu ne seras pas capable d'être en mode proactif. Même si tu es le meilleur acheteur, tu vas être en mesure de pouvoir contrôler, mais il y a des affaires que tu vas échapper parce que tu n'as pas de planification, tu n'as pas de visibilité, tu n'as pas de plan directeur de production. Puis pour moi, c'est ça qui va être le nerf de la guerre. Un, visibilité de la part de ton organisation en premier. Et deux, le rôle de l'acheteur aujourd'hui doit aussi aller chercher de la visibilité auprès de sa supplier base, auprès de sa chaîne d'approvisionnement. S'informer de ce qui se passe présentement sur la chaîne d'approvisionnement, chez ses fournisseurs. Hey, là, présentement, tu es toujours à 12 semaines de livraison. Hey, non, regarde, il est arrivé ça, 18 semaines. Oh, c'est des éléments que tu remontes en haut à ta planif. Aujourd'hui, il y a eu des tentatives de ramener bien du stock en sol nord-américain, tout ça là, à cause de la pandémie. Oui, j'y crois, mais à une certaine limite, parce qu'à un moment donné, quelqu'un, à quelque part, va dire là, ça coûte trop cher, on retourne dans les low cost. Okay? Puis pour ça, l'acheteur doit avoir de la visibilité de ce qui se passe dans les low cost. C'est juste à titre informatif, là, je ne sais pas si la majorité des gens sont au courant, là, mais il y a CMA, qui est un transiteur de containers, qui va augmenter le prix de ces containers pour le corridor Asie-Europe. Il risque d'augmenter entre 1200 à 1750 $ US du 40 pieds.
Mais ça, s'il fait ça pour le territoire Europe-Asie, à un moment donné, ça va arriver chez nous. Là. Puis là, moi, ça me sonnerait des cloches à savoir, OK, j'ai-tu des containers qui s'en viennent? J'ai-tu des containers planifiés? Je vais-tu faire en sorte qu'à la dernière minute, mon freight forwarder va dire, hey, finalement, c'est plus 2800, c'est rendu 4600, blablabla. C'est ça aussi la visibilité de part et d'autre. Oui, je suis vraiment d'accord. Puis ça m'a fait penser à un exemple fameux. Il y a beaucoup de manufacturiers d'équipements sur mesure là, sur le podcast des dirigeants des achats dans ces entreprises-là. Puis souvent, il y a la fameuse blague où ce que l'ingénierie, quand le client envoie un PO à ces entreprises-là ou pour une machine ou un projet spécifique, il y a une ingénierie sur les 3 mois de délai de livraison qui se sont engagés à fournir. Et l'ingénierie prend 2 mois pour faire le design, puis par la suite envoie ça aux achats, puis les achats ont 1 mois pour faire les achats, puis c'est là que tout le monde presse le citron sur l'équipe des achats pour fournir le plus rapidement possible. Mais si tu n'as pas cette communication-là entre les deux départements ou la visibilité avec ton équipe d'ingénierie sur quelles composantes arrivent ou vont bientôt être prêts à être relâchés pour achat, à ce moment-là, tu n'es pas capable de préparer tes fournisseurs puis d'envisager ça va être quoi tes délais et tes lead times. J'ouvre la porte à n'importe qui aurait des questions. Il nous reste 3 minutes. N'hésitez pas à poser vos questions. Sinon. J'ai vu qu'Olivier Siri avait une question tantôt. Je ne sais pas s'il est encore là. Exact. Je ne sais pas si Olivier a toujours sa question. Oui, vous m'entendez bien? Oui. C'était pas réellement une question, c'était plus d'amener ce point-là sur la visibilité d'une entreprise concernant, je dirais, la gestion de leur achat qui en découle. Il y a vraiment quelque chose qui doit être mis en place puis suivi par les achats et intégré, qu'on nomme le PIC, le plan industriel et commercial, qui définit une stratégie, le business case vraiment d'une entreprise, où les achats doivent être impliqués, puis ces plans-là sont révisés à peu près tous les 3 à 5 ans. Ça donne vraiment une visibilité, ce qu'on appelle plus communément des prévisions, qui doivent découler finalement une stratégie achat derrière tout ça. Et c'est grâce à ces plans-là qu'on a, je dirais, la visibilité puis l'anticipation des achats sur leur stratégie. C'était tout. C'est un excellent point à lui. Ce que Réal disait tantôt avec la stratégie de l'entreprise, ce qui se passe dans les comités de direction. Puis, mais l'important, si on avait à... merci beaucoup, Julien. Je sais qu'on arrive bientôt à la fin du webinaire, mais les éléments importants, je pense, à mentionner, c'est l'élément de résilience au niveau de la chaîne d'approvisionnement, l'élément de gestion de risque au niveau de la chaîne d'approvisionnement, les éléments de visibilité au niveau de la chaîne d'approvisionnement, autant en amont qu'en aval. Et comme Olivier vient de mentionner, c'est des points qui sont hyper importants. Puis, et c'est drôle à dire, mais c'est rendu un mois à la mode depuis un certain temps, mais il faut rester agile aussi là, au niveau de la chaîne d'approvisionnement. Parce que tu as beau avoir mis en place la meilleure stratégie, puis on sait tous qu'une stratégie est aussi bonne que l'exécution que tu en fais, mais même si c'est une super bonne stratégie que tu l'exécutes à merveille, il va toujours avoir des impondérables. Puis à ce moment-là, comment tu vas pouvoir naviguer dans ces éléments-là en tant que tel. Je pense que c'est ça qui va faire la différence. Parce que moi, je prétends que à technologie égale, tu as 2 fournisseurs, tu as deux ateliers d'usinage, un en face de l'autre, qui ont la même technologie, qui ont les mêmes machines. Okay? L'élément de différenciation que l'une va avoir versus l'autre, ça va être son capital humain. Puis pour moi, de plus en plus, j'y crois. Puis pour ça, mais où est-ce que je veux aller avec cet élément-là par rapport au capital humain, c'est que les acheteurs qui sont à l'écran, les dirigeants qui sont à l'écran, prenez un temps de réflexion, puis posez-vous la question à savoir comment se comporte ma chaîne d'approvisionnement, puis comment je peux
faire en sorte que ma chaîne d'approvisionnement devienne un allié pour assurer la pérennité de mon organisation. Hey, c'était beau, ça, hein? Oui, c'était beau, Réal. C'est quasiment une fin de film. Non, mais regarde. Oui, exact. Puis travailler sur un peu plus à être proactif. Puis ça me faisait juste penser un petit dernier mot. Après ça, on clôt le webinaire, puis on va répondre à la question de Julia après. Mais c'est ça. Au lieu d'arriver, puis je pense que je viens de perdre mon idée avec le long fait. Oui, mais en fait, un fournisseur, puis le capital humain, un fournisseur qui va te livrer en retard, il y a deux choix. Soit pas te le dire, puis te le dire à la dernière minute quand tu vas faire un suivi avec lui, ou soit être proactif, puis te le dire 2, 3, 4 semaines à l'avance quand il sait qu'il va être en retard. Puis ça, on s'entend, c'est pas la machine, c'est pas l'automatisation, c'est pas la technologie qui font ça, c'est vraiment les valeurs de l'organisation, les valeurs des dirigeants de l'organisation, comment ils vont traiter leurs clients, comment ils vont aborder ce genre de situation-là. Puis ça peut faire une différence énorme sur ta production, ta planification. Si tes composantes, tu sais qu'il va y avoir des délais, bien là, tu es capable de préparer le reste de l'organisation, puis ta planification, ta production en fonction de ça. Fait que, un gros merci, Réal. Je pense que les deux phrases qu'il faut se rappeler, en fait, les deux questions qu'on doit se rappeler aujourd'hui sur le webinaire, c'est comment gérer 50 de votre business, puis qui gère 50 de votre business. Ah, mais souvenez-vous que c'est mon trademark, hein? On va mettre, au lieu de mettre TM à côté, ça va être RJ pour Réal Julien. Donc, un gros merci à tout le monde d'avoir participé. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à communiquer avec soit moi, soit Réal. Ça va nous faire plaisir d'y répondre puis de prendre un appel ou d'échanger des courriels à ce niveau-là. On va rester sur l'appel juste pour répondre à la question de Julia. Donc, ceux qui veulent rester, vous êtes les bienvenus. Sinon, on vous invite à quitter puis à aller profiter du dîner. Je vais vous indiquer mon courriel dans le chat. On fait tout le temps un courriel de recap Réal, fait qu'on va l'inclure. Rien dit. C'est beau. Parfait. Puis, dans le fond, la question de Julia, c'était quel serait ton conseil ou que devrions-nous avoir à l'œil pour l'année 2024 dans le contexte économique social actuel? Oui, c'est ça que je suis en train de voir. Sérieusement, la première affaire qui me vient à l'esprit, c'est vraiment un élément de visibilité. C'est ça qui va être la clé du succès pour moi. Oui, l'élément économique et ainsi de suite, mais visibilité, puis deux, on en parle depuis des années, là, mais le contrôle des coûts. Hein? Donc, pour moi, ça va être les deux éléments, c'est pour moi qui va être important à avoir. Là, c'est quoi la visibilité qu'on a du marché? C'est quoi la visibilité qu'on a dans notre marché? C'est quoi la visibilité que la chaîne d'approvisionnement dans laquelle on œuvre nous donne? Puis deux, comment je fais pour contrôler mes coûts? Hein? Parce que, une compagnie qui va bien, c'est plate à dire, là, mais les coûts, ouais, c'est important, là, mais on fait de l'argent. Mais quand on commence à voir la colonne des profits diminuer, c'est là que tout d'un coup, on dit, oh, il faut faire de quoi, il faut faire de quoi. Moi, je suis le genre de gars à dire, regarde, on va tout de suite travailler de façon efficace parce que si à un moment donné, on a, pour nous assurer d'avoir du plaisir dans le futur. Ouais. Très bonne réponse, Réal. Je pense comme à toutes les questions que j'ai pu poser aujourd'hui. Je vois qu'il reste quand même des gens sur l'appel. Je ne sais pas si d'autres personnes ont des questions. Moi, personnellement, je ne suis pas pressé. D'habitude, à l'heure du dîner, tu n'as rien avant 1 heure. Hein. Moi, je dispo aussi. Là. Ouais. Olivier, je vois que tu as peut-être une autre question ou peut-être un autre point à rajouter. Oui, déjà, merci pour ce webinaire. Je trouve ça hyper intéressant, ces cercles-là. C'était vraiment pour amener et pour poursuivre ce que disait Réal. Je pense que ça fait 2-3 ans que les chaînes d'approvisionnement sont un peu affolées et puis on fonctionne un peu comme des pompiers depuis 2-3 ans. Bon, le Covid y a joué pour beaucoup. Mais l'année 2024, je pense que ça peut être une bonne année pour, comme disait Réal, prendre du recul, structurer sa chaîne d'approvisionnement de manière en utilisant de la gestion de risque, beaucoup plus d'anticipation dans ce qu'on va faire, mettre des stratégies en place. Puis il faut savoir aussi que
le fait qu'aujourd'hui, les chaînes d'approvisionnement sont au cœur des entreprises, puis vraiment des stratégies d'entreprise, ça va amener des évolutions beaucoup plus rapides des chaînes d'approvisionnement des entreprises. Donc forcément, un risque au niveau des business, je dirais bon, principalement des PME, mais ça va amener des risques du contrôle de nos chaînes. Et donc, comme disait Réal, lorsque des gros donneurs d'ordre vont venir chez vous, chez les fournisseurs, chercher du business, ils verront qu'une chaîne d'approvisionnement n'est pas forcément contrôlée ou n'a pas forcément de stratégie, ça sera un plus gros enjeu, je pense, pour 2024. Effectivement, un super de bon point, Olivier. Puis je rajouterais même à ça de se doter de technologies spécialisées pour nous aider justement à mieux accomplir notre travail. Puis un peu faire du pont sur ce que nous, Axia, on fait, là, mais effectivement, c'est des points, d'essayer de prendre du recul puis de regarder un peu plus à haut niveau sa chaîne d'approvisionnement puis d'apporter des modifications, une manière de gérer différente, là. On a encore 22 personnes sur l'appel. Comme je vous dis, sentez-vous libre de quitter. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser. Là, on peut même avoir une discussion rendue à ce moment-là. Ben, tu me permets d'intervenir. Juste. 2024, c'est vite. 2024, c'est vite. Si les domaines des achats apprenaient à acheter une deuxième télévision, ils ont une télévision qui actuellement est ouverte, une télévision opérationnelle, une télévision on est très bon pour recevoir une demande d'achat des opérations, être capable de sélectionner fournisseurs, etc., etc. C'est notre première télévision opérationnelle, puis on la contrôle de façon générale assez bien. La deuxième, puis là, je vais rejoindre beaucoup ce que Réal a mentionné, il va falloir qu'on commence à regarder comme une tour de contrôle notre vigie, où on s'en va, qu'est-ce que ça a l'air demain matin, comment les marchés se comportent, est-ce qu'on est maître du prix, est-ce qu'on est maître de notre destinée, et est-ce qu'on est interdépendant au niveau des chaînes d'approvisionnement en tant que telles, et ça, ce volet-là, ça commence par développer ses compétences. C'est beau de le dire, c'est beau de le mentionner, puis c'est beau de choses, mais comment on s'y prend? Et 2024, c'est déjà, on est conscient qu'il va falloir aller vers un avenir en conséquence. Si je posais la question aux gens, c'est quoi votre chaîne d'approvisionnement de demain? Qu'est-ce qui va se faire arriver avec votre blockchain? Qu'est-ce qui va arriver avec l'Internet des objets, l'intelligence artificielle, toute la traçabilité? Est-ce qu'on est prêt à ça? Est-ce qu'on va être. Actuellement, je pense que beaucoup de chaînes d'approvisionnement sont réactives. Notre deuxième télévision, c'est demain. Demain. Arrêtez de commencer un processus d'achat parce que quelqu'un veut quelque chose. Et débuter un processus d'achat par c'est quoi notre chaîne demain? C'est quoi la volonté de notre organisation? Où elle veut être positionnée demain, puis de préparer notre structure d'achat pour demain. Hier, c'est fini. La gestion de stock, et là, je vais rejoindre Réal, ce qu'il a mentionné. Le stock qu'on a d'achète aujourd'hui, c'est pour demain, c'est pas pour hier. Hier, c'est fini. Est-ce qu'on a une télévision prête pour être en mesure de regarder ce qui se produira demain? C'est vraiment inspirant comme commentaire, Jean-Pierre. Puis j'aime bien l'analogie avec les deux télévisions. Je pense aussi à un point qu'on oublie souvent de mentionner, c'est toute la transition climatique vers laquelle on s'en va. C'est quoi la responsabilité des acheteurs, des départements d'achat là-dedans? Comment on fait pour choisir une source d'approvisionnement qui est plus durable, qui a un moins gros impact sur l'environnement? Puis c'est là que si l'entreprise n'a aucun intérêt à participer à réduire son impact carbone, bien là, à ce moment-là, c'est moins pertinent de le faire. Mais si l'entreprise met ça de l'avant, puis c'est ses valeurs fondamentales, bien à ce moment-là, ça devient un facteur décisif quand tu fais le choix d'un fournisseur versus un autre. Et, ça, je pense que dans les prochaines années, en 2024, 2025, 2026, au fur et à mesure que les changements climatiques et les impacts s'accélèrent, bien c'est là que les entreprises vont avoir justement avoir un rôle un peu plus participatif dans la solution versus les changements climatiques. Ben, j'aime bien l'analogie, moi aussi, de Jean-Pierre. C'est quoi notre chaîne d'approvisionnement de demain? Surtout avec
tous les éléments de réglementation qui s'en viennent. Tu parlais de l'empreinte, tu parlais des achats ESG. La semaine dernière, on a eu, je ne sais pas, Jean-Pierre, si tu as participé, là, mais il y a eu un webinaire sur la loi S211 sur le travail forcé et l'utilisation de main-d'œuvre juvénile au niveau de nos chaînes d'approvisionnement. C'est pas juste de la poudre aux yeux, là. Là, c'est un projet de loi. On ne connaît pas encore les tenants, les aboutissants. Nous, on va déjà, je sais que j'ai certains employés qui sont à l'écoute. Je vais spoiler, mais le 2 novembre, on va avoir une formation, nous, à l'interne là-dessus. Là. Ben, pas vrai. Pas une formation parce que la loi n'est même pas écrite. On va avoir une séance d'information sur le projet de loi par rapport à ça. Fait que ça, c'est des éléments qu'il va falloir prendre en considération, justement, comme Jean-Pierre disait tantôt, dans la chaîne d'approvisionnement de demain. Parce que le gouvernement s'enligne pour demander des comptes par rapport à ça. Par rapport à cette loi-là. Ils n'ont pas défini comment encore, mais le gouvernement fédéral va dire, OK, à un moment donné, démontre-moi que dans ta chaîne d'approvisionnement et dans la chaîne d'approvisionnement de tes fournisseurs, qu'ils n'utilisent pas de travail forcé. Voyez-vous ce qu'on s'en vient là, de plus en plus? On est loin là, de juste de placer un bon de commande. C'est ça. Réal, peux-tu rappeler, peux-tu redire c'est quoi le numéro de la loi? S211. Merci. C'est, Luigi, je répète, ce n'est pas une loi, c'est un projet de loi. Projet. Non, mais je vais quand même aller fouiller un petit peu. OK, c'est un projet de loi. Merci. Okay. Super. Est-ce qu'il reste d'autres questions, d'autres points? Sentez-vous libre? Super. Donc, comme on disait, là, nous, on vous envoie un petit courriel là, de suivi du webinaire, souvent pour prendre vos avis, vos feedbacks, puis aussi vous donner des coordonnées, puis l'enregistrement de la rencontre. Donc, s'il y a quoi que ce soit, n'hésitez surtout pas à communiquer soit avec moi, soit avec Réal ou le reste de l'équipe Axia J2. Donc, merci beaucoup pour votre participation, puis on va vous laisser aller manger là, ce beau vendredi midi. Merci tout le monde. Merci beaucoup, bonne journée. Bye bye.